Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a officiellement publié la liste des élections législatives et régionales du pays. 463 candidats sont en course pour les 163 sièges de l'Assemblée nationale. La campagne électorale de ces élections se tiendra du 8 au 27 mai prochain à Madagascar. 3 milliards de dollars, c'est le montant estimé de la dette du Zimbabwe envers la Chine. Cette dernière a proposé son aide au pays débiteur afin d'apurer sa dette. Elle propose notamment d'annuler une partie de sa dette. Les détails dans ce journal. La nomination de la nouvelle ministre des Sports sénégalaise, Khady Diène Gaye, vivement saluée par Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball. Ce dernier a dressé un inventaire des différents chantiers en cours et des défis majeurs que pourrait rencontrer la ministre. Mais d'abord au Togo, un nouveau régime parlementaire va voir le jour suite à l'adoption d'une nouvelle constitution. L'adoption a été faite ce 19 avril avec 87 voix sur 87 et a été fortement contestée par l'opposition. Pour cause, la nouvelle loi fondamentale fait basculer le régime présidentiel à un régime parlementaire. Elle acte par conséquent la disparition du suffrage direct pour choisir le président de la République et elle crée la fonction de président du Conseil des ministres qui concentre tous les pouvoirs. Rappelons que ce changement constitutionnel intervient à quelques jours des élections législatives initialement prévues le 20 avril mais finalement décalées au 29. La loi devrait entrer en vigueur 10 jours avant ces élections. À Madagascar, publication de la liste officielle des candidats aux élections législatives et régionales par la Commission électorale nationale indépendante de Madagascar. Publiée le 18 avril dernier, la liste révèle que 473 candidats sont en course pour les 163 sièges de l'Assemblée nationale. Rappelons que la campagne électorale pour les élections législatives et régionales se déroulera du 8 au 27 mai 2024, Nathalie Mouf. La Commission électorale nationale indépendante de Madagascar a publié la liste officielle des candidats aux élections législatives le 18 avril 2024. 473 candidats sont en course pour 163 sièges à l'Assemblée nationale. 7 ministres, notamment le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale, dont les candidatures ont été validées, ont démissionné au sein du gouvernement. Inédit, l'ex-président de la Confédération africaine de football de 2017 à 2021, Ahmad Ahmad, est candidat indépendant aux législatives du 29 mai 2024 dans son pays. Il s'agit là d'un moyen pour ces personnalités de consolider leur position dans l'establishment local national malgache pour les uns et un moyen de l'intégrer pour participer à la vie politique nationale pour les autres, étant donné que le Parlement à Madagascar est un puissant organe de détermination et d'orientation de la vie politique dans ce pays. À ce scrutin, l'opposition affiche des divisions malgré des tentatives d'alliance. Par ailleurs, répondant à 9 requêtes le 14 avril 2024, la Haute Cour constitutionnelle malgache a appelé à une candidature unique de l'opposition. Un appel qui n'a trouvé aucune résonance au sein de l'opposition. Seule coalition de l'opposition Lirmar est présente dans 68 districts sur 120. Peu pour remporter une majorité parlementaire, estiment des observateurs. Il sera difficile a priori et au regard de sa situation actuelle pour l'opposition de s'imposer drastiquement et de rafler la majorité lors de ce scrutin. D'autant plus que le parti au pouvoir met tous les moyens en jeu pour conserver et consolider sa majorité au Parlement malgache. La campagne électorale en vue des élections législatives et locales à Madagascar se déroulera du 8 au 27 mai 2024 selon la loi en vigueur. 20 jours de campagne électorale qui auront lieu en même temps que la première session parlementaire qui s'ouvre le 7 mai 2024.
C'est officiel, les États-Unis vont retirer leurs troupes du Niger suite à un accord conclu entre le secrétaire d'État adjoint américain Kurt Campbell et la junte au pouvoir. Une décision marquant un tournant dans les relations de sécurité entre le Niger et les puissances occidentales. Pour cause, jusqu'au coup d'État survenu en juillet 2023, le Niger était un partenaire clé en matière de sécurité dans la région pour la France et les États-Unis, mais après avoir pris la décision de quitter la CEDEAO en janvier dernier aux côtés des juntes du Mali et du Burkina Faso, les nouvelles autorités du Niger ont décidé de mettre fin aux accords militaires signés avec leurs anciens alliés occidentaux. Notons également que des discussions seraient organisées dans les prochains jours afin d'établir les modalités de retrait des soldats américains. En Guinée, plusieurs anciens ministres mis en cause pour des faits présumés de corruption. À ce sujet, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a été saisi par une lettre de dénonciation contre certains ministres, tels que Bernard Goumou, en poste lors du gouvernement de transition qui a été dissous le 19 février 2024 par le général Mamadi Doumbouya. Les détails avec Nabilay Kamara. La lutte contre la corruption en Guinée, un combat porté par des acteurs de la société civile du pays. Le 20 mars 2024, le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et financières a été saisi d'une lettre de dénonciation sur des cas présumés de corruption contre des ministres du gouvernement de la transition dissous le 19 février 2024. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Dr Bernard Goumou et Ousmane Gawal Diallo, actuel ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Depuis l'année dernière jusqu'à date, il y a tellement de malversations financières et très peu de ces malversations financières sont saisies ou sont touchées par la CRIEF ou par les autres, la justice. Il faut que, en tant que citoyen, user de mon droit de citoyen et engager des actions citoyennes auprès de la justice pour espérer que la justice fera son travail et que les coupables seront punis conformément à la loi et condamnés. Dans un courrier daté du 21 mars 2024, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et financières a notifié avoir confié à l'Agence nationale de lutte contre la corruption le soin de mener les enquêtes requises pour établir les responsabilités des mis en cause. Selon les juristes, la démarche de la juridiction trouve sa base légale dans l'article 47 du Code de procédure pénale guinéen. Quand vous prenez le Code de procédure pénale, en son article 47 alinéa 1, qui dit clairement que le procureur reçoit les plaintes, les dénonciations qui sont portées à son niveau. Il faut comprendre que la dénonciation ne vaut pas culpabilité. Au sein de l'opinion publique, les observateurs estiment que la démarche de la société civile est une sorte d'alerte lancée pour permettre désormais à chaque citoyen guinéen de dénoncer les différentes formes de corruption ou de malgouvernance financière au sein de l'appareil de l'État. Côté économie, la Chine prête main forte au Zimbabwe qui a contracté plusieurs dettes à son égard. Le montant de ces dettes envers la Chine s'estime à 3 milliards de dollars. Et pour l'aider à apurer ses dettes, la Chine a proposé au pays débiteur d'annuler une partie des prêts sans intérêt qu'elle lui a accordés. Samantha Sabiru-Sabubanga. La Chine, désormais le plus grand créancier du Zimbabwe hors club de Paris, se dit prête à aider le pays à résoudre sa dette. La Chine a annulé un montant non spécifié de prêts sans intérêt accordé au Zimbabwe. C'est ce qu'a annoncé le 19 avril 2024 l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe. La décision de Pékin d'annuler une partie des prêts consentis au Zimbabwe vise à aider ce pays d'Afrique australe à faire face à sa crise de la dette, un problème majeur qui pèse sur son économie depuis plusieurs années. Dans le contexte d'aider ce pays à résoudre son problème de dette, je pense que l'annulation d'une partie de la dette par la Chine est une bonne chose, mais il faudrait aider les pays en développement, aider les pays pauvres à sécuriser la dette lors du réchelonnement
ou l'annulation de la dette. Certaines estimations évaluent la dette du Zimbabwe envers la Chine à 3 milliards de dollars. En septembre 2023, la dette publique garantie du Zimbabwe s'élevait à 17,7 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de dollars extérieurs et 5 milliards de dollars intérieurs. La majeure partie de la dette étrangère a été achetée auprès de la Chine, car le pays n'est pas éligible auprès de créanciers multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, faute de remboursement depuis le début du millénaire. 3 milliards de dollars, c'est beaucoup pour l'État zimbabwéen dans le contexte que nous connaissons tous maintenant. Donc il est important que lors des rééchelonnements et lors des endettements, qu'il soit pris en compte la monnaie de remboursement de la dette qui doit être une monnaie, pas seulement en yuan, mais une monnaie africaine refuge assez équilibrée, surtout pas le dollar américain. Et ensuite, une capacité du pays à résorber sa dette par ses exportations commerciales vers le pays créancier. Depuis plusieurs années, la Chine a octroyé des prêts importants au Zimbabwe pour financer des projets d'infrastructures majeurs, notamment la modernisation des aéroports internationaux et l'expansion des centrales thermiques et hydroélectriques. Cependant, le pays s'est retrouvé dans une situation de surendettement avec une dette nationale s'élevant à 10 milliards de dollars. 2024 déclarée comme l'année de l'éducation, cette thématique a inspiré les acteurs de la 13e édition du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Ils allient art, culture et éducation et au menu de ces 7 jours, des rencontres enrichissantes entre acteurs de la culture africaine et ceux du milieu scolaire. Marie-Roger Kwao. En Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, entre 2008 et 2011, 12 à 29% des enfants et adolescents de 5 à 15 ans souffrent de troubles mentaux et près de 50% de ces troubles infanto-juvéniles persistent jusqu'à l'âge adulte. La santé mentale reste un sujet complexe et souvent négligé. Devenu désormais une institution, le Festival des musiques urbaines d'Anoumombo se veut pour sa 16e édition être un sensibilisateur de cette thématique qui gangrène la société ivoirienne et africaine. On a le raccourci de dire oh, ce sont des fous, il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Or souvent, ils ont besoin seulement d'entendre des mots, ils ont besoin d'entendre des choses qui pourraient être thérapeutiques pour guérir, parce que ce n'est pas seulement une maladie qui touche la santé physique, mais même psychologiquement, ça peut être un obstacle pour cette jeunesse-là qui aujourd'hui est en train de se prendre en main. Le FEMUA joue un rôle essentiel dans la sensibilisation aux questions sociales et environnementales en Côte d'Ivoire. Les éditions de ce festival facilitent une collecte de fonds destinée à des causes spécifiques telles que l'éducation, la santé ou l'environnement. Pour ce 16e rendez-vous lancé le 17 avril 2024, la Guinée-Bissau est accueillie au rang de pays invité d'honneur. Nous promettons participer avec nos artistes musiciens de la Guinée-Bissau pour partager notre culture. Et à travers de la culture, comme vous le savez, on peut renforcer les liens culturels, sociaux avec le peuple frère de la Côte d'Ivoire. Devenu en Côte d'Ivoire un rendez-vous incontournable de la musique, le FEMUA, qui réunit des centaines de milliers de spectateurs, va étendre ses limites dans le nord du pays avec 5 concerts à Abidjan et Fek-Kédougou. Plus de 30 artistes nationaux et internationaux, notamment Gadji Seli, Maître James et Yemi Alade seront présents. Au sommaire, des panels et conférences, des échanges B2B et bien d'autres activités. Et enfin, du sport dans ce journal, Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, a chaleureusement salué le 18 avril 2024 la nomination de la ministre des Sports Khady Ndiaye. Cette dernière ayant pris ses fonctions ce 12 avril, Seydou Diouf en a profité pour rappeler les défis majeurs qui attendent la ministre des Sports et mettre en lumière les chantiers à venir dans ce domaine crucial pour le pays. Cheikh Omar Camara. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, Seydou Diouf, a exprimé sa satisfaction et ses félicitations pour la nomination de la ministre des Sports, Khady Ndiaye. Dans une réaction enthousiaste,
Seydou Diouf a souligné que la nouvelle ministre n'est pas un territoire inconnu et qu'elle pourra compter sur le programme du président de la République Bassirou Diomaye Faye présenté au peuple sénégalais. Seydou Diouf a tenu des propos positifs à l'égard de la ministre des Sports, soulignant sa familiarité avec le secteur sportif et sa capacité à s'adapter rapidement à ses nouvelles fonctions. Je pense aujourd'hui qu'elle a cet avantage-là et qu'elle pourra aussi s'adosser sur un programme qui a été proposé au peuple sénégalais qu'il a validé, dans lequel programme du président Bassirou Diomaye Faye, on a pu noter des ambitions assez fortes pour le secteur des sports. Qu'il s'agisse des questions de gouvernance avec la volonté de mettre en place le nouveau code de sport à travers la réforme de la charte de 84, la volonté d'assurer l'autofinancement des infrastructures sportives. Le président de la Fédération sénégalaise de handball a également évoqué les défis et les chantiers qui attendent la nouvelle ministre. Il a mis en avant l'importance de promouvoir le sport et de soutenir les initiatives visant à renforcer l'encadrement des sportifs et à améliorer les infrastructures sportives à travers le pays. Je pense que nous, au handball, on l'a un peu expérimenté avec le Centre national d'entraînement que nous avions mis en place à Thiès et qui, au bout d'un cycle de 4 ans, a été fermé. Nous avons l'intime conviction que cette orientation, elle est extrêmement pertinente pour aller vers l'avènement d'athlètes de haut niveau, mais très tôt identifiés et pris en charge. Selon le président de la Fédération sénégalaise de handball, le ministère des Sports doit aller vers la remise sur la table des contrats d'objectifs État-Fédération et que les moyens subséquents puissent être mis en place afin de permettre aux fédérations d'accomplir le travail attendu par l'État. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.